Donc, j'ai maintenant le plaisir de présenter le docteur Nicolini, qui va nous parler du traitement agressif de la thrombose veineuse profonde, qui va aller de l'âge de pierre au XXIe siècle. Quel talent! Merci Gilles, merci Ruben pour cette énième invitation, puisque je crois que c'est la 8e fois que je viens. Donc c'est toujours un plaisir, et je vous reparle de la thrombose veineuse profonde en faisant un petit récapitulatif historique, on peut le dire. Vous allez voir que ces différentes phases de la prise en charge de la thrombose veineuse profonde sur un traitement agressif, eh bien c'est toujours un petit peu la même histoire. On part sur des nouvelles techniques, des nouvelles molécules, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de déception, et on revient en arrière sur un traitement médical associant anticoagulants et compression. Alors, les années 63-70, c'était à l'époque où les chirurgiens savaient tout, ne comprenaient rien, mais faisaient tout. Donc, c'était l'arrivée de la Fogarty. Donc, ils débouchaient des artères, ils ont débouché des veines aussi, avec des résultats malheureusement catastrophiques parce qu'ils maîtrisaient pas bien la physiopathologie, la physiologie de la pathologie du système veineux. Donc, des rethromboses, des embolies pulmonaires, des décès, des hémorragies. Bref, ça a été arrêté assez rapidement. Jusque dans les années 80-99, où sont arrivées des molécules pleines d'espoir, qui étaient les premiers thrombolytiques avec des ennuis allergiques, hémorragiques, qui ont amené des résultats sur la thrombose veineuse profonde assez encourageants, mais avec des complications sur le plan hémorragique et neurologique rédhibitoires, supérieures à 15%, qui font que ces techniques ont été très décriés ou réservés à des centres très particuliers. Voilà. En 99 commencent les premières publications de l'utilisation de la thrombolyse, non plus par voie générale, mais par voie locale, avec des cathéters multiperforés qu'on mettait directement dans la thrombose. Et c'est Mevisen qui a montré ça avec une étude multicentrique américaine qui montrait les avantages de cette technique, qui a été confirmée par Comerota, un des papes de la thrombolyse, dans les années 2000. À l'époque, déjà, je m'intéressais un petit peu à cette pathologie. J'avais écrit un article dans l'EMC. La thrombectomie restait toujours d'actualité. On a la chance en France d'avoir une des équipes à Marseille qui était porteur de cette technique, qui reste toujours d'actualité, avec des résultats, vous voyez, déjà en 97 à 10 ans, qui sont plus que corrects, presque comparables à des meilleures séries actuelles, et qui ont été confirmés par les élèves du professeur Juan dans les suites. Mais il n'empêche que toute l'histoire de la prise en charge de la thrombose veineuse profonde s'est publiée tous les 4 ans dans Chest par l'American College, avec des recommandations qui font un petit peu la loi au niveau mondial. En 2004, malgré tout ce que je viens de vous dire, avec la naissance l'utilisation des cathéters multiperforés, le seul traitement agressif de la thrombose veineuse profonde était à l'époque la phlegmatia cerulea, qui est quand même pas le plus fréquent, mais qui met en menace le membre. Donc, malgré cela, après 2004, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis qui montraient pourtant que le traitement médical, et c'est toujours d'actualité, c'est pas l'idéal, même si on a beaucoup progressé, et qu'il y a beaucoup d'incidences du syndrome post-thrombotique après, parce qu'il y a une mauvaise observance, parce que les patients ne portent pas leurs anticoagulants, leur compression, parce que les anticoagulants, c'est compliqué à gérer dans le temps. Et donc, à partir de là, un certain nombre de papiers sur la thrombolyse in situ ont été publiés, et une revue de la littérature ont montré que les résultats étaient meilleurs que l'héparine, si bien sûr le malade était pris suffisamment tôt, les risques hémorragiques de l'in situ par rapport aux systématiques sont meilleurs, et qu'en plus, additionner à ça des techniques pharmacomécaniques, thromboaspiration, permettent d'avoir une amélioration des résultats. Et en 2007, toujours Comerota proposait ce schéma thérapeutique de prise en charge, qui est toujours d'actualité à quelques nuances près, mais qui fait aujourd'hui qu'il faut respecter. Résultat, et j'appellerais ça en 2008 l'âge de raison pour moi, les recommandations publiées dans Chest de l'American College, eh bien, c'est la prise en charge agressive des thromboses veineuses profondes iliofémorales symptomatiques inférieure à 15 jours, avec une espérance de vie supérieure à 1 an, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des pathologies néoplasiques associées, sans contre-indication à la thrombolyse, à faible risque de traitement, eh bien, il faut leur proposer un traitement agressif qui était à l'époque basé sur le cathéter de thrombolyse in situ, pour prévenir le syndrome post-thrombotique. On ne parle pas d'embolie pulmonaire ni de complications. On a eu en 2012 donc cette publication la première publication de l'étude CAVEN qui étudie le traitement anticoagulant versus thrombolyse in situ et qui montrait un avantage certain
en faveur du groupe qui avait été pris en charge par la thrombolyse. De manière concomitante, sont apparues sur le marché différentes techniques de thrombectomie mécanique, associées ou non à de la thrombolyse, qui ont permis de développer cette prise en charge. Résultat des courses, en 2012, la CCP, toujours dans Chest, fait une recommandation de grade faible qui est de préférer les techniques pharmacomécaniques, malgré l'absence d'études randomisées, contrôlées entre les différentes techniques, un coût plus élevé mais une procédure plus rapide. Et à l'époque, en 2014, je vous avais parlé ici, très euphorique, de cette prise en charge avec un avenir que j'espérais très agressif. Cavent a été publié en 5 ans, a montré ses résultats 5 ans, publiés en 2016, avec des résultats similaires à ceux de 2 ans, mais pas d'amélioration sur le plan clinique. Résultat 2016, avec la disparition également de certaines techniques de pharmacomécanique, eh bien, on est revenu en arrière et les recommandations actuellement en cours de la CCP, c'est plutôt traitement médical avec un traitement agressif sur les thromboses veineuses profondes symptomatiques associant thrombolyse plus ou moins technique pharmacomécanique. On attendait beaucoup, j'en terminerai par ça, on attendait beaucoup d'une étude qui est randomisée, multicentrique, qui comparait le traitement médical à un traitement agressif. Et c'était Atrax Study. Malheureusement, quand on regarde, elle est publiée en 2007 dans New England, quand on regarde les conclusions de cette étude, on s'aperçoit que la méthodologie ne permet pas de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on a inclus n'importe quoi, toutes les thromboses, y compris hypopitée, basse, sous-inguinale, que le traitement n'était pas randomisé, n'était pas bien précisé, et que le résultat était ininterprétable dans l'esprit qu'on attendait. Résultat, en plus, il n'y avait pas de contrôle échodoplaire, donc une étude qui, pour moi, ne permet pas de répondre à cette étude et qui est descendue systématiquement dans tous les contrôles, dans tous les congrès généraux veineux. La réalité, c'est ça. Marseille et moi-même avons présenté notre série. 72 cas à 2 ans. Aujourd'hui, on a les résultats à 4 ans et vous voyez que les résultats ne sont pas du tout ceux d'Atrac. On a une perméabilité qui est proche de 2 ans sur des cas sélectionnés, bien suivis, bien traités, avec des résultats très, très encourageants. Donc, dans 10 ans, pour moi, le monde idéal, eh bien, c'est des centres spécialisés référents qui couvrent tout le territoire, pas partout, mais partout, où on peut les recevoir rapidement. Je vous rappelle que la prise en charge doit être inférieure à 15 jours, donc on a le temps de les récupérer, avec des relais bien évidemment locaux qui permettent de screener sur des recommandations et d'envoyer les bons malades dans ces équipes pluridisciplinaires associant bien sûr des hémobiologistes, des hématologues et des médecins et chirurgiens radiologues formés à ces techniques. Je vous remercie. Merci Philippe. Tu vois bien que tu étais dans la session. Je n'ai pas respiré. Hein. Voilà. Merci pour cette belle, je dirais, revue un petit peu de l'évolution. Là, tu montres qu'il y a des évolutions, qu'il y a des discussions quelque part sur la crédibilité d'un certain nombre d'études. Tu mets aussi quelque part en doute la volonté de montrer les choses avant de faire les études. Et dans l'évolution, il y a une phase que tu décris bien comme chirurgicale, suivie d'une phase qui est strictement médicale, et on revient vers une phase qui serait plus radiologique ou chirurgicale radiologique. Là, c'est ce que tu as pointé dans ta dernière diapo, ça pose la problématique d'une approche multidisciplinaire. Et tu sais très bien que c'est pas quelque chose, même dans les centres universitaires, de facile, où on a tendance à vouloir se battre pour les patients et se les garder sous le coude et de ne rien changer. Comment tu vois les choses pour pouvoir avancer ? Alors, je pense qu'une école, qu'est-ce que c'est une équipe multidisciplinaire ? C'est pas forcément universitaire, mais c'est obligatoirement, par définition, médico-radio-chirurgical. Il faut une équipe qui prenne en charge ces malades. D'abord, il faut faire le diagnostic. Il faut le diagnostic et screener les malades, c'est-à-dire envoyer le bon malade. Il est clair qu'il n'est pas question de faire la thrombose veineuse de tout le monde. Hein, c'est celles qui ont des conséquences graves à la sortie. On le sait que plus le membre est atteint haut, plus les conséquences et les séquelles seront importantes, avec un traitement médical bien conduit. Donc aujourd'hui, c'est cela qu'il faut envoyer. Il faut que ce soit pris en charge. Il y a des bilans hématologiques.
Il y a le traitement anticoagulant. Une thrombolyse, c'est pas un truc anodin, ça se surveille, il y a des risques. Donc ça doit être une structure. Et puis il faut des gens qui savent faire. Alors j'ai du mal à dire que c'est que des chirurgiens, parce qu'il y a aussi des radiologues qui sont performants sur ça. Il faut des gens qui savent allier toutes les techniques. Quand je pense à la thrombolyse, il y a les techniques pharmacomécaniques qui se sont affinées aujourd'hui. Et derrière, il faut quand même pouvoir, un moment, peut-être les opérer en cas d'échec. Et je pense que cette combinaison de tous ces éléments font qu'à la sortie, on aura des malades qui auront le moins de séquelles possible. C'est ça le but, c'est de voir des malades qui ont le moins de séquelles possible pour éviter de parler des syndromes post-thrombotiques avec des recanalisations 15 ans après avec des ulcères. Voilà. Et c'est aussi une politique de santé publique, parce que ces malades, on ne s'en rend pas compte, ils font une thrombose qui coûte pas cher, évidemment, parce que c'est un traitement médical. Ils rentrent chez eux très rapidement, on leur met des compressions, on les perd de vue, et 15 ans après, on les retrouve avec un ulcère qui coûte 10-15 000 euros par an en soins locaux, infirmiers, hospitalisation, arrêt de travail et antalgiques. Et une question ? Alors il y a un moyen peut-être d'optimiser la technique demain, c'est par la connaissance de ce qu'on a maintenant avec l'élastographie du thrombus veineux. Donc on est plusieurs à participer sur les études de datation du thrombus et l'élastographie le permet, avec un système qui s'appelle Shareware élastographie en temps réel. Et on va pouvoir pouvoir donner des paramètres qui permettent peut-être d'être plus efficaces lorsqu'on va faire le geste. Donc ça sera à mettre en place. Il faut d'abord valider les techniques. La technique est validée, mais on n'a pas encore toutes les données sur le thrombus veineux, mais enfin on en a quand même pas mal maintenant. Alors, c'est clair qu'on a énormément, on doit progresser pour ça, parce que la première chose, quand on reçoit un malade en urgence, avec la grosse jambe aiguë, d'abord, vous reprenez l'interrogatoire, on vous dit que ça fait moins de 15 jours, puis vous apercevez que ça fait 3 semaines qu'il a eu la première douleur dans le mollet, c'est pas passé tout de suite, il a pris ça, il n'a pas consulté. Bref, on se retrouve avec des délais supérieurs à 15 jours, et je peux vous assurer que le malade inférieur à 15 jours et supérieur à 15 jours, c'est pas le même. Les résultats sont complètement différents. Merci. Donc,